Bonjour, bienvenue. C'est Plus d'actu en ce vendredi 21 juin, fin d'une semaine marquée notamment par un avertissement sérieux de la part de la Commission européenne. Elle trouve que le déficit de la Belgique dérape et soyons donc prévenus, il va falloir serrer la vis au niveau des finances. C'est d'ailleurs parmi les projets de différents présidents de partis qui négocient en ce moment à différents niveaux. Mais il se fait qu'à Bruxelles, les négociations semblent prendre beaucoup de temps. Alors on va en parler avec quelqu'un qui suit autant l'actualité européenne, où il vient d'être élu, que l'actualité bruxelloise, parce que son parti y a une place dans les négociations. On accueille Ivan Verhoekstraat, député européen pour les engagés. Bienvenue à lui. Bonjour Ivan Verhoekstraat, député européen, c'est officiel maintenant. Alors député pour les engagés, mais plus dans le même parti européen que sous la dernière législature, en tout cas pour Benoît Ludgen. Vous quittez le PPE, vous allez vers Renew Europe pour faire quelque chose de clair, c'est-à-dire que vous quittez une droite, on va dire, conservatrice pour aller vers une droite plus libérale, c'est ça ? Alors, ce n'est pas exactement ça. Donc, dans Renew Europe, c'est l'alliance de deux partis. D'une part, le parti libéral, dont fait partie le MR, et d'autre part, le parti démocrate européen, qui est un vrai parti centriste, humaniste, et qui a vraiment cette volonté, comme les engagés, de dépasser ce clivage entre la gauche et la droite pour vraiment défendre l'intérêt commun. Donc, c'est un vrai parti pro-européen, centriste et humaniste. Vous ne vous retrouviez plus dans le projet du PPE ? Il est vrai que le projet du PPE est de fur et à mesure devenu de plus en plus conservateur. Nous ne sommes pas des conservateurs et certainement avec la mue du CDH dans les engagés, nous avons aussi pris en considération des nouveaux sujets comme de manière beaucoup plus importante, comme par exemple la question environnementale. Et c'est vrai qu'on ne se retrouvait plus dans un PPE de plus en plus conservateur, de plus en plus tourné vers la droite, voire la droite extrême. Mais vous allez vous retrouver par exemple avec les libéraux du MR, de l'Open VLD dont le Premier ministre avait dit il faut faire une pause dans les réformes environnementales, dans la transition. Alors quoi, vous êtes sûr que vous serez plus confortable là-bas, notamment pour les questions environnementales ? Alors, vous savez, il n'y a pas de parti parfait, mais c'est une vue très belgo-belge de la réalité européenne. La réalité, c'est qu'on quitte le parti où se situent par exemple les Républicains en France. On a entendu ce qui s'est passé avec Éric Ciotti récemment, et qu'on rejoint le parti de M. Bayrou, le MoDem, un parti centriste qui tient, oui, avec une écologie pragmatique, qui veut allier économie et écologie. Et on a comme partenaire, en effet, la branche libérale de Renew, de la coupole Renew. Mais moi, mon objectif, c'est avec ce parti démocrate européen, de réussir à lui donner un nouveau souffle, comme on l'a fait avec les engagés il y a 2 ans. Quand je venais sur ce même studio, on me disait « mais les engagés vont disparaître ». Eh bien non, quand on est en cohérence avec son projet, avec ses convictions, je crois qu'il y a moyen de les porter, de les développer et puis de gagner. Alors par contre, vous arrivez dans ce parti seul, sans votre parti frère, le CDNV. C'est quand même un tournant un peu historique aussi. La famille, historiquement, sociale chrétienne, n'est plus réunie dans les instances européennes. Alors au niveau des instances européennes, on ne sera plus dans le même groupe, ce qui ne nous empêchera pas de continuer à collaborer ensemble. On devra aussi collaborer avec d'ailleurs l'ensemble du PPE, qui reste le premier parti tout à fait fréquentable, avec qui on a eu une belle aventure. On a fait des grandes choses et mon prédécesseur, certainement, Benoît Ludgen, a réussi à orienter par moments la politique du PPE. Il était temps pour nous de bouger. Il ne l'est peut-être pas encore pour le CDNV. Qui sait, cela viendra peut-être. Aujourd'hui, notre objectif, c'était d'être en cohérence avec notre projet, avec notre programme. Dans les points qui vraiment vous ont fâché avec vos instances historiques européennes, c'est le Green Deal, c'est le fait qu'ils veuillent le remettre en question, Ursula von der Leyen notamment, qui fait suspendre le règlement sur les pesticides. C'est des choses soyons clairs, auxquelles vous êtes encore attaché ? Si on prend les 5 priorités européennes, il y en a 3 par rapport auxquelles on n'était pas en ligne avec le PPE et 2 par rapport auxquelles le PPE et Renew ont la même position. Au niveau environnemental, si on écoute des associations comme Bloom, par exemple, on voit que le score du PPE est largement en dessous du score de Renew. Donc, même si Renew n'est pas parfait, on sera plus à l'aise parce que pour nous, la question environnementale est quelque chose de fondamental. Sur la migration, le projet et le programme porté par le PPE ne correspond pas à nos valeurs, à ma façon de voir la migration, avec une logique un petit peu comme l'ont fait les Anglais avec le Rwanda, de délocalisation, de délégation de la politique migratoire. Ce n'est pas ma manière de voir la migration. 3, au niveau du besoin d'un grand plan d'investissement pour réussir cette transition, réellement qu'au niveau européen, on puisse faire un emprunt pour réellement accompagner et réussir cette transition. C'est un projet qui est porté par Renew, qui n'est aujourd'hui pas porté par le PPE. Les 2 autres grands sujets qui sont évidemment la question de la défense et la question de l'Ukraine et de l'autonomie, sur ces sujets-là, le PPE et Renew ont des vues assez proches. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils sont en majorité. Mais clairement, sur les 3 premiers sujets, il y avait une différence fondamentale pour des questions fondamentales.
Et il nous semblait important, essentiel, d'être en cohérence avec le projet que moi j'ai porté de Arlon à Verviers, en passant par Moucron, pour tout au long de la campagne. J'ai porté un projet, je voulais pouvoir continuer à le porter au niveau européen le mieux possible. Quand on voit les différences que vous exprimez et que vous assumez par rapport au PPE, à la droite conservatrice, dont est issue Ursula von der Leyen, vous vous apprêtez à voter pour elle ou il faudrait quelqu'un d'autre pour diriger cette commission? On rappelle, sur les pesticides, elle a dit on suspend, sur la migration, c'est quand même l'incarnation d'une ligne assez dure. Alors quoi, vous allez la soutenir à la tête de la commission? Écoutez, je pense qu'Ursula von der Leyen a aussi montré sa capacité à développer un projet fort avec le Green Deal, par exemple. Et donc, moi, je suis enthousiaste par rapport à ce qu'a fait cette commission, surtout au début du mandat. C'est vrai que la fin de mandat était plus compliquée. C'est plus qu'une question de personne. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de changer pour une question de programme. Il faudra voir avec quel programme Ursula von der Leyen va se présenter devant le Parlement. Et c'est en fonction de ce programme-là et de la manière dont elle sera capable de l'incarner, de tenir compte aussi des différentes composantes de sa majorité. Est-ce qu'elle sera capable de continuer ou de refaire la synthèse comme elle a pu le faire au début de son mandat précédent avec les socialistes, avec les centristes et avec le PPE pour réellement un projet. On doit réussir l'Europe. Moi, je ne suis pas en train de poser des ukases. On a 5 ans, on l'a vu. Les extrêmes montent, continueront à monter. On a 5 ans pour réussir l'Europe. L'Europe, elle est vraiment en danger. Et moi, je sens une responsabilité énorme pour porter ce projet-là. Si elle porte un projet positif, je la soutiendrai. Alors, vous parlez de la montée des extrêmes au Parlement européen. On le voit, l'alliance des eurosceptiques et de l'italienne Meloni, elle pourrait passer devant Renew. Ça se joue à quelques débauchages, quelques formations de partis près. Vous craignez pas, ça, à un moment donné, de vous retrouver en recul, entre guillemets, par rapport à ces formations qui sont, on le dit, anti-européennes ouvertement? C'est sûr que je le regrette. Je le regrette avec force et je pense que tous les Européens convaincus et tous les Européens de manière générale doivent le regretter. C'est une tragédie pour l'Europe de voir les extrêmes qui montent. On a besoin de plus d'Europe. C'est une évidence. J'en suis vraiment intimement convaincu. C'est pour ça que j'ai voulu me présenter à l'Europe. Alors quand il y a des partis comme ceux-là, qui handicapent, qui nous empêchent d'avancer plus loin, alors qu'on doit aller plus loin. On n'a pas besoin de moins d'Europe, on a besoin de mieux d'Europe, une Europe plus efficiente, plus forte, plus humaine. Mais alors on fait quoi avec ces partis-là qui vont être sur le podium peut-être du Parlement européen où vous allez prêter serment dans quelques jours? À nous de réussir. Il restera la possibilité largement de faire une majorité avec les démocrates et avec ceux qui veulent avancer. Et moi, je vais m'y investir, mes corps et âme, nuit et jour, pour essayer de réussir. On a encore 5 ans pour réussir. On a la chance d'avoir encore 5 ans pour réussir. Et moi, c'est vraiment ça le projet que j'ai chevillé au corps et j'ai décidé d'y consacrer mes 5 prochaines années. Alors, vous connaissez le jeu de l'émission. Il y a des questions qui sont posées par les téléspectateurs. C'est Aline Walsdorf qui, chaque semaine, les regarde. Et il y en a, Aline, un certain nombre qui concernent notamment le mandat d'Ivan Verhofstadt au Parlement européen. On a plusieurs réactions par rapport à l'Europe. D'abord, Julia qui nous dit « J'ai voté pour vous, mais j'avoue, je garde des doutes. À quoi peut servir un député seul ? On sait que le Parlement européen est une grosse machine obscure. » Et elle ajoute « Concrètement, que pouvez-vous faire seul ou même en vous associant à quelques autres ?» Et puis Serge, lui, est carrément énervé. Il nous dit « L'Europe n'a rien à imposer à la Belgique. Le peuple belge est libre. » Deux questions qui sont quand même assez symptomatiques du sentiment de beaucoup de personnes par rapport à l'Union. D'abord sur ces Elles sont très différentes, normes imposées quand même. Il y a un monsieur qui dit finalement ça touche à notre liberté. C'est aussi ça le message des anti-européens. Vous leur répondez quoi à ces gens-là qui vont devenir peut-être le 3e parti au Parlement européen? Écoutez, il faut se rendre compte simplement que dans le monde dans lequel on est, croire qu'on sera en capacité de négocier, d'imposer nos vues, nous, 10 ou 11 millions de Belges, c'est complètement utopique. Ce n'est pas la réalité. Nous dépendons aujourd'hui d'un marché international global, que ce soit pour nous des choses si simples que se chauffer, se soigner, manger, l'industrie. En fait, pour tout, on a besoin de relations internationales. Et ces relations internationales, on ne peut avoir un poids suffisant dans les négociations qu'à l'échelle européenne. Et donc je pense il faut que les gens soient conscients de cette réalité-là. Moi, j'en suis vraiment intimement convaincu. Je pense que je n'oserais pas dire à mes enfants, mais écoutez, allez-y tout seul. Les gars, tout va bien se passer. Vous allez être en capacité de négocier correctement tout seul, vous, Belgique, contre la Russie, la Chine, l'Inde et demain les autres blocs qui se créent. Je pense que c'est juste faux. Et concernant cette machine obscure et ce fonctionnement imposé, pas toujours clair, le poids, vous l'avez dit, limité de la Belgique là-dedans. Voilà, une dame qui dit « j'ai voté pour vous, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions ». Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour au moins la rassurer un peu en début de législature ? Alors, plusieurs choses. Je pense que la première chose, c'est qu'on voit aujourd'hui que l'Europe est à un tournant. Et quand on dit l'Europe est à un tournant, ça paraît simple à dire, mais je prendrai une image. C'est comme si on avait une pierre qui est sur une crête.
C'est-à-dire qu'il y a des tensions assez fortes entre ceux qui veulent absolument continuer à prôner un néolibéralisme, des échanges libres, sans aucune condition, et d'autres qui veulent passer au juste échange, c'est-à-dire pouvoir être en capacité de dire non, il y a des règles du jeu qu'il faut pouvoir respecter, des standards environnementaux, sociaux, sanitaires qu'il faut respecter, comme par exemple de ne pas utiliser de produits mauvais pour la santé. Et il y a une tension très forte entre ces deux-là, et je pense que toutes les bonnes volontés qui peuvent pousser cette pierre du bon côté pour qu'elle tombe du bon côté de la falaise et qui puisse du coup avoir un progrès structurel, je pense qu'en fait il ne faut pas grand-chose. C'est quelques hommes, quelques femmes qui peuvent réellement changer le cours de l'histoire au niveau européen. Mais c'est souvent une question de finance. Pourquoi les gens vont acheter une viande bon marché plutôt qu'une viande bio qui sera peut-être et même certainement plus chère? C'est parce qu'à un moment donné, ils doivent remplir leur frigo et qu'ils ne peuvent pas en acheter autant. Et ça vaut pour tout le reste. Pareil pour l'isolation de sa maison. Tout le monde n'a pas les moyens d'isoler son habitation, que ce soit un appartement ou une maison. Et donc à un moment donné, c'est aussi une question financière. Mais vous savez, pour avoir de la richesse dans un pays, la première chose qu'il faut avoir, c'est des jobs. Et aujourd'hui, on voit bien que dans le marché international, quand vous avez la Chine qui, par exemple, décide, se dit, voilà, je sais qu'un gros marché pour demain, ça sera la voiture électrique, je vais vendre à l'exportation mes voitures électriques, même en dessous du prix de revient, comme ça j'ai une concurrence déloyale, je vais empêcher les Européens de continuer à produire, ils vont devoir fermer ces usines. Quand on ferme une usine, c'est autant d'hommes, de femmes, de fournisseurs, de patrons, de tout un écosystème qui disparaît. Et une fois que ça aura disparu, on sait qu'on ne sait pas le recréer. On ne parle jamais de réouverture d'une usine de voitures, par exemple. Qui parle, là. Mais oui, mais c'est l'évidence. Et donc, c'est ça le danger. Et donc, si on ne se protège pas par rapport aux Russes quand ils font ça, eh bien, demain, ils nous appauvrissent structurellement. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve démunis par rapport à ces réalités. C'est volontaire de la part de la Russie, de la Chine, de finalement appauvrir l'espace économique européen? Mais je crois qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et qu'il y a vraiment une volonté de compétition. Je crois que, et peut-être que, voilà, après, quand on n'a pas forcément les mêmes valeurs, mais si c'est juste pour gagner, et pour gagner d'un point de vue économique, ça a tout à fait du sens. Vider une filière, se créer une situation de monopole, pour ensuite augmenter ses prix. Oui, c'est une stratégie. Et quand la Chine, vous savez, la Chine a décidé... La réponse à ça, c'est quoi? C'est une forme de protectionnisme européen? C'est une sorte de protection européenne pour veiller à ce que les règles du jeu soient respectées par les uns et les autres. Vous savez, si sur un terrain de foot, il y a une équipe qui décidait de jouer à 13, l'arbitre sifflerait, sortirait 2 joueurs. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. C'est que nous, on continue à jouer à 11 et on laisse les autres, dans les pays qui nous entourent, dans ces blocs économiques qui nous entourent, jouer à 13 contre nous. Et puis après, on s'étonne qu'on perde. Mais je crois qu'il ne faut pas s'étonner de ça. Aujourd'hui, il faut faire respecter les règles. Ce n'est pas du protectionnisme, parce que ça paraît peut-être un peu technique, mais ce protectionnisme, ça veut dire se créer un avantage à nous-mêmes. C'est comme si nous, on disait, on va jouer à 13 contre 11. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux juste veiller à ce qu'on joue à armes égales, 11 contre 11, et qu'on puisse là avoir un vrai jeu loyal de compétition. Si ce n'est pas le cas, à un moment donné, on va s'appauvrir structurellement et on n'aura plus rien. Alors, la Commission européenne a tapé sur les doigts de la Belgique en disant vos dépenses sont trop importantes, il faut qu'on propose une autre trajectoire. Alors, on entend des économistes dire c'est pas bien grave, on va proposer une autre trajectoire. Mais on sait qu'il y a la promesse de votre partenaire MR de baisser les impôts, les engagés paraissent alignés là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir réduire nos déficits en baissant nos impôts? Question simple aux députés européens et entrepreneurs que vous êtes. Alors, je vais juste peut-être vous répondre par une image. Vous savez, j'ai créé la société Medimarket qui vend des médicaments moins chers et donc qui prend des médicaments, des produits de santé moins chers, donc avec un pourcentage de marge plus faible. Mais plutôt que d'avoir un grand pourcentage sur 2 boîtes, on a un petit pourcentage sur 20 boîtes. Et le résultat de ce calcul, c'est que la masse de marge, la totalité de la marge générée pour l'entreprise est plus élevée. C'est la même chose dans notre économie. Si demain on arrive à mettre plus d'hommes et de femmes au travail, qui vont payer peut-être des impôts plus faibles, au total, on peut avoir une totalité d'impôts qui est plus importante. Sur le travail. Vous pensez qu'en baissant les charges sur le Je travail, pense qu'on doit absolument relancer une machine? Voilà, je pense qu'on doit absolument relancer notre machine. On doit élargir l'assiette, le nombre de gens qui participent, parce qu'on ne paye pas des salaires avec des pourcentages, on paye des salaires avec des hommes et des femmes qui travaillent, qui produisent de l'activité, qui produisent du lien, du bien, et c'est comme ça qu'on y arrive. Est-ce qu'on va quand même réussir à garder les mêmes budgets dans les soins de santé, dans les politiques de prévention, dans les politiques sociales? On sent là quand même qu'il n'y a pas toujours une unité d'idées entre les engagés et la droite libérale. Je crois qu'il y a clairement des questions de priorité. Vous en citez une qui est pour nous fondamentale, c'est la santé. La santé aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel on a absolument besoin de mettre les moyens. Et une manière de mettre des moyens, c'est d'ailleurs d'investir plus dans la prévention, qui, pas à court terme, mais à moyen long terme, a un impact et est rentable même d'un point de vue de la réparation et du fait de devoir soigner. 1 euro investi en prévention, c'est 4 euros de moins dans les guérisons. Là, c'est une promesse du vice-président des engagés. On continuera à investir dans la prévention, donc à la fédération, dans les soins de santé au fédéral. C'est pour nous fondamental. C'est pour nous fondamental. Et ce que je voudrais vraiment expliquer, c'est que
Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'emprunter de l'argent, c'est-à-dire faire des déficits, ça coûte aussi de l'argent. Si on fait 5% de déficit, comme certains continuent à le dire qu'on le fait et qu'on peut continuer à le faire, ça veut dire que l'année suivante, on a des taux d'intérêt sur cet argent qu'on a dépensé. Et ces taux d'intérêt, ça correspond à l'équivalent de 3 000 salaires de policiers et 3 000 salaires d'infirmières qui sont dépensés, jetés à la poubelle, payés aux banques. Donc en fait, aujourd'hui, le problème de notre pays, c'est qu'on a une dette qui est déjà trop importante et c'est 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, ça semble impossible à chiffrer. C'est 5 fois le budget de la justice qu'on commence par donner chaque année, en début d'année, aux banques. Continuer à augmenter notre déficit, c'est continuer à augmenter le coût de cette dette. Alors, et c'est intenable. Vous êtes, je l'ai dit, vice-président désengagé. Et il y a des questions qui concernent Bruxelles, la capitale, où votre parti est associé aux discussions. On a l'impression que ça patine un petit peu, mais allons d'abord vers les téléspectateurs dont vous avez lu les commentaires, Aline Walsdorf. Concernant Bruxelles, Charles demande comment négocier avec Elke van den Brand puisqu'elle dit ne rien vouloir lâcher sur Good Move. Et il demande s'il y a une manière légale de contourner l'obligation de présence flamande à Bruxelles. Alors voilà, Yvan Verhoekstraat, de nouveau 2 questions en une. D'abord, Good Move, est-ce que, après avoir fait campagne pour la suppression du plan, mais avoir gagné là-dessus, mais avoir vu Groen gagner sur le fait du maintien de Good Move, il y a un espace de négociation, de compromis possible? C'est pour ça que ça prend un peu de temps à Bruxelles ou c'est autre chose? Je pense que la mathématique n'est pas simple à Bruxelles. Ça ne simplifie pas les choses. Du côté flamand, il faut 4 partis pour réussir, alors qu'il n'y a que 3 postes de ministre. Enfin, c'est des choses concrètes. Simplement, la mathématique n'est pas simple du côté néerlandophone principalement. Restons quelques secondes sur Good Move. On reviendra à Good Move. Mais sur le côté néerlandophone de Bruxelles, des gens comme Fouad Haïdar, qui pèse 3 sièges, qui a déjà été voir 2 fois Elke van den Brand. C'est quelqu'un avec qui vous êtes prêt à travailler dans un gouvernement ou, comme d'autres ont dit, non, cordon sanitaire autour de lui, il est trop religieux, trop instable, trop... Écoutez, aujourd'hui, ça me semble compliqué de travailler avec la team Fouad, de Fouad, mais la réalité, c'est que mettre des exclusifs définitifs, sans parler de projet, ça ne me semble pas sage à l'heure actuelle. L'extrême droite, l'extrême gauche, oui, là, on a vraiment, et on est clair, on ne travaillera jamais avec l'extrême droite, l'extrême gauche. Pour le reste, je pense que la réalité, c'est que ça semble compliqué, vu le projet porté. Mais ici, je pense que notre responsabilité, nous, comme hommes et femmes politiques responsables, ce n'est pas de porter des ukases, des jugements ou de mettre de l'huile sur le feu. Donc, Elke van den Brand n'a pas tort au moins d'essayer de voir avec je pense que quelle serait la ligne rouge? Alors, qu'est-ce qui ferait qu'on ne prend pas lui plutôt qu'un autre? Je crois que c'est une question de projet et d'engagement sur lesquels on doit pouvoir discuter calmement et sereinement. Alors, revenons à Good Move. Les engagés ont fait campagne pour supprimer ces plans de mobilité, on va dire. Le MR aussi, le PS aussi, on va en parler dans un instant. Et Groen a fait campagne pour les maintenir et a gagné. Alors on fait quoi? Je pense qu'il faut être conscient que Good Move ne peut pas devenir un symbole. Good Move, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans Good Move? Est-ce que si on corrige ce qui n'a pas marché dans Good Move, c'est un drame pour Groen? Je ne crois pas. Est-ce que si on corrige ce qui n'a pas marché dans Good Move, on doit encore l'appeler Good Move et que du coup, ça serait insupportable pour les autres qui ont dit qu'il fallait le changer? Je crois que tout ça, on doit le dépasser. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est conscient qu'il faut apaiser les quartiers. Il faut apaiser les quartiers, mais il faut le faire en concertation et en intelligence avec les gens. Il ne faut pas rendre la vie des gens impossible. Il faut le faire de manière intelligente. Et donc, je pense qu'on doit être capable, on doit être suffisamment mature que pour être capable de trouver un accord. Et peut-être, what's in a name? Qu'est-ce qu'il y a dans un nom? On s'en fiche que ça s'appelle Good Move ou autrement. Alors, vous avez pointé la complexité côté néerlandophone. Côté francophone, comment on peut faire? Le MR et les engagés, vous n'avez pas une majorité à 2. Alors, quel argument vous avez en interne, mais aussi vis-à-vis du Parti socialiste, qui se fait un peu désirer, pour le ramener à la table des discussions? Qu'est-ce que vous pouvez proposer à Ahmed Laouech, par exemple? Je pense que les partenaires socialistes sont des gens responsables. Ils se rendent aussi compte de la réalité dans notre ville. Bruxelles est dans une situation très compliquée. Peut-être qu'on ne l'a pas assez dit à nos citoyens pendant la campagne et que du coup, ils n'ont peut-être pas suffisamment fait le choix d'hommes et de femmes politiques responsables. Il y a un risque que les négociations durent peut-être jusqu'au-delà du 21 juillet, jusqu'aux élections communales d'octobre? On ne sait pas, ça dépendra beaucoup de la volonté de l'ensemble des partenaires. Et c'est pour ça que moi, ça a toujours été notre volonté, on a la main tendue vers l'ensemble des partenaires démocratiques parce qu'aujourd'hui, on a une responsabilité, l'heure est grave à Bruxelles. On ne peut pas se permettre n'importe quoi à Bruxelles. On sait que la note de Bruxelles a déjà été dégradée. Chaque fois qu'elle est dégradée, ça paraît théorique de nouveau peut-être pour les téléspectateurs, mais chaque fois qu'elle est dégradée, c'est de l'argent de nos impôts qui part en taux d'intérêt qui augmente. C'est de l'argent qu'on aurait pu consacrer aux soins de santé, à la sécurité et qui part ailleurs. Et je pense qu'aucun politique ne peut défendre ça. Ok, mais je vous pose la question un peu autrement. David Leister, qui négocie pour le MR, il fait ce qu'il faut pour trouver des partenaires? Vous avez
confiance en lui. Il n'est pas de votre parti, hein, mais non, c'est votre mais partenaire, oui, j'ai confiance en David Lester. Je pense qu'il a la volonté, il a une ambition. Alors, ce n'est pas le même projet que nous pour Bruxelles, mais je pense que c'est un vrai démocrate. C'est quelqu'un qui a aussi envie de faire avancer notre ville. Et donc, moi, j'ai toute confiance dans sa volonté de faire avancer. Et peut-être que sur certains aspects, il est un petit peu plus rond que son président et que ça doit nous aider dans une situation qui est un peu moins simple, peut-être, qu'en Wallonie, d'avoir des hommes et des femmes qui ont cette capacité de parler. Ça revient quand même souvent, hein, son président, Georges-Louis Boucher, l'impression que ce n'est pas forcément quelqu'un qui met de l'huile dans les rouages, le président du MR. Écoutez, il a des qualités et pour le reste, c'est vrai que c'est peut-être pas celle-là qui est sa plus grande qualité. Mais voilà, il en a d'autres. Bon, dans le cadre des négociations bruxelloises, si le Parti socialiste revient aux affaires, vous deviendrez le troisième parti à Bruxelles. Alors, est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose qui serait quelque part un peu embêtant pour les engager? Est-ce que ça vaut la peine de réfléchir à d'autres formules d'organisation? Vous voulez dire qu'on remettrait en question le fait d'aller dans le gouvernement simplement parce qu'on n'aurait pas le ministère qui nous intéresse? C'est lequel le ministère qui intéresserait les engagés d'ailleurs? Il y en a plusieurs qui nous intéressent, mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, honnêtement, on n'est pas à faire des petits jeux. En tout cas, je peux vous dire que chez les engagés, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Qu'on soit deuxième ou troisième parti, la question est quel est le projet qu'on va faire pour cette ville? Comment est-ce qu'on va pouvoir aider les Bruxellois et les Bruxelloises? Vraiment, hein, c'est trop... Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir quand même dans le fonctionnement institutionnel de la région bruxelloise quand on voit la complexité simplement d'un résultat électoral qu'on n'arrive pas à matérialiser en formation de gouvernement? Oui, alors mais ça devrait faire l'objet d'une réforme beaucoup plus importante. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, et je m'exprime à titre personnel à ce sujet-là, je pense quand même que la manière dont on est organisé en Belgique est très complexe et certainement à Bruxelles est trop complexe et ne correspond peut-être plus tout à fait à la réalité qui est vécue par les Bruxellois et les Bruxelloises. Voilà, donc je pense que ça serait bien qu'on puisse, à un moment donné, le temps venu, calmement repenser la manière dont est organisée Bruxelles avec trop de complexité, trop d'institutions dans tous les sens, de possibilités de blocage. Je pense qu'on voit les limites du système et qu'il va falloir remettre les choses calmement à plat. Alors, il nous reste un peu moins d'une minute. On a parlé des différents mandats que vous allez exercer à l'Europe, au Parlement européen, ici, ce que vous pouvez réclamer au Parlement bruxellois, même au gouvernement bruxellois. Est-ce que vous, personnellement, Evan Verhoekstra, vous êtes prêt à prendre vos responsabilités? Vous avez mené campagne dans toute la Belgique francophone, donc notamment à Bruxelles. Vous pourriez vous réclamer et exercer une responsabilité à Bruxelles, par exemple? Réclamer rien du tout. En tout cas, aujourd'hui, j'assume mes responsabilités avec vraiment bonheur et force au niveau européen. Mon ambition, c'est de construire vraiment au niveau européen, comme la dame me l'a dit et me rend responsable, d'essayer aujourd'hui de m'investir à 100% là. Après, est-ce que demain, après-demain, dans 1 an, dans 5 ans, sera fait? Ça, c'est trop tôt pour en parler, mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis à 200% sur les questions européennes. Merci d'être venu répondre à mes questions et à celles des téléspectateurs. Et d'Aline Walsdorf, le journal vous est présenté ce soir par Valérie Leclerc. Et puis les experts, ce sera Stéphanie Meyer qui sera aux commandes de votre émission politique du samedi. Belle fin de semaine sur BX1.